En effet, comme vient de le dire Stanislas Dehaene, je voudrais aborder dans cette communication la question du rapport entre les formes perçues des organismes et la manière dont nous les identifions et en retenons certaines qualités afin de les employer dans des classifications de types très divers. Alors, la catégorisation des organismes, des plantes et des animaux au premier chef, semble en effet manifester certaines caractéristiques propres, notamment le fait qu'elle se présente souvent sous une forme taxinomique, c'est-à-dire avec une hiérarchie d'inclusion à plusieurs rangs, ce qui est beaucoup plus rarement le cas dans d'autres domaines d'objets, comme les émotions ou les artefacts, ou même les matériaux inorganiques. Il n'est donc pas absurde de penser que la forme des organismes et l'adéquation supposée entre la forme et certaines des fonctions que celle-ci rend possible jouent un rôle dans la façon particulière selon laquelle les humains les classent. Et plus généralement, dans la mesure où la majeure partie de l'histoire des humains s'est déroulée dans le contexte d'une interaction intime et permanente avec des plantes et des animaux, il n'est pas illégitime de penser que l'activité cognitive a été modelée en profondeur par cette expérience. Et pour cet ensemble de raisons, les organismes constituent un domaine d'objets particulièrement intéressant pour une meilleure compréhension des mécanismes de la catégorisation. Or, trois théories principales s'affrontent à ce propos. La première privilégie la classification par similitude d'attributs. C'est parce qu'ils exhibent un ensemble fini de traits saillants similaires que l'on va reconnaître des individus comme appartenant à une même classe. La seconde théorie invoque l'inférence causale, autrement dit, l'intuition qu'une classe d'organismes possède une essence stable, soit du fait de la transmission de caractères identiques par la reproduction, soit parce que chaque classe représente une synthèse unique des fonctions nécessaires à la vie. La troisième théorie, enfin, met l'accent sur la prototypicalité des organismes, c'est-à-dire sur le principe que certains membres d'un taxon en constituent le prototype dans la mesure où ils sont perçus comme les plus représentatifs de leur classe. Les trois théories font tout appel, d'une façon ou d'une autre, à la forme des organismes comme indice classificatoire. La classification par attribut établit une relation d'appartenance à une classe par un jugement prédicatif en vertu duquel les caractères spécifiques visibles reconnus dans un objet quelconque sont la condition nécessaire et suffisante de l'appartenance à une classe. La classification par inférence causale suppose la reconnaissance d'une identité fonctionnelle manifestée par des organes morphologiquement singularisés. Quant à la classification prototypique, elle est évidemment fondée sur la reconnaissance d'une forme générale typique qui sert de modèle focal à la classe et qui forme le support de la dénomination. Et l'hypothèse que je souhaite défendre dans ce bref exposé, c'est que ces trois théories de la catégorisation sont moins exclusives l'une de l'autre que complémentaires, car dans le domaine des organismes, à tout le moins, des mécanismes tout à fait différents de catégorisation et de raisonnement catégoriel sont mis en œuvre en fonction des contextes classificatoires, en fonction des niveaux de généralité visés et en fonction des usages auxquels ces classifications sont destinées. Alors, en effet, que recouvre la rubrique de catégorisation des organismes ? Pour l'essentiel, trois types de systèmes de classification qu'il importe de distinguer, même s'il arrive souvent qu'on les trouve combinés. Le plus commun, à tout le moins celui sur lequel l'ethnobiologie
a concentré la plus grande part de son attention au cours des 50 dernières années, c'est celui que je viens d'évoquer, à savoir la taxinomie hiérarchique, aboutissant à des nomenclatures arborescentes de plantes et d'animaux comportant au moins 2 rangs. C'est un modèle qui nous est évidemment très familier puisqu'il est à la base de la classification linnéenne et on en trouve des témoignages dans toutes les classifications rapportées par les ethnographes. Vous en avez ici un exemple, Angivaro-Achuar, qui concerne la classe des rapaces Pinchou, laquelle englobe 6 espèces. Alors vous avez 2 choses qui sont notables ici. D'une part, l'effet de prototypicalité de l'une des espèces, qui est Pripi Pinchou. Pripi, c'est une lexicalisation d'une onomatopée qui a une fonction augmentative. Ça veut dire d'un côté et de l'autre. Ça veut dire donc c'est l'idée d'une complétude. Et ce rapace, donc, est désigné lorsqu'il est à un niveau générique par ce terme, cette qualification de PP, mais en même temps, il est exaucé pour nommer la totalité de la classe. Donc ça, c'est un phénomène assez courant. Et le deuxième fait, c'est qu'il s'agit d'une taxinomie à 2 rangs seulement, et cette faible profondeur s'explique par le fait qu'Angivaro-Achuar, comme dans de très nombreuses autres langues, il n'existe pas de taxon supérieur de type oiseau ou animal. Je reviendrai sur cette action. Alors si on regarde les formes maintenant, on voit effectivement qu'elles sont toutes assez proches, notamment elles ont toutes des caractéristiques saillantes dans la forme du bec, dans la taille, dans la nature des plumes caudales, des cerfs, etc. Mais ça ne veut pas dire que toutes les espèces de rapaces soient incluses dans cette classe. Alors pourquoi est-ce que c'est le P.P. Pinchou qui est devenu le support de nomination de la classe? Ce n'est pas tant une question morphologique, c'est simplement l'animal, le rapace le plus fréquent dans la région. Autrement dit, ce n'est pas la forme le meilleur exemplaire en l'occurrence, c'est la forme qui est la plus communément visible dans l'environnement. Le deuxième type de système, c'est celui des classifications par grandes classes contrastives que l'on qualifie généralement d'utilitaires et qui vaudrait mieux définir comme pragmatiques ou motivées dans la mesure où les critères d'inclusion font généralement référence à une propriété qui n'est pas nécessairement intrinsèque à l'objet classé, mais qui dépend d'une caractéristique réelle ou imaginaire que l'observateur lui prête en fonction des usages matériels ou idéels auxquels il destine cet objet. Donc vous avez évidemment l'habitat, le mode de locomotion, les mœurs diurnes ou nocturnes, et à cela s'ajoute, qui sont des qualités objectives, s'ajoute la saveur, le caractère pur ou impur, ou bien la fonction pour les végétaux, l'usage alimentaire, condimentaire, médicinal, technique, etc. Et à la différence des taxonomies, ces classifications par classe d'attributs ne sont pas structurellement hiérarchiques, même si la combinaison de plusieurs critères peut aboutir à leur hiérarchisation conventionnelle. Si, par exemple, la distinction entre animaux comestibles et animaux non comestibles peut être croisée avec une distinction entre animaux terrestres et animaux aquatiques, il n'existe pas, comme c'est le cas dans les classifications taxinomiques, de préséance logique d'un critère sur l'autre, et un animal classé comme comestible peut être terrestre de façon subsidiaire ou vice-versa. Donc la hiérarchisation est ici entièrement pragmatique. Le troisième type de système, c'est celui des classifications que l'on pourrait appeler cosmologiques, en ce qu'elles incluent des objets naturels dans des classifications plus englobantes, où ces objets sont associés à des entités relevant d'autres classes ontologiques, pour les occidentaux modernes du moins, comme des orients, des fonctions, des groupes sociaux, des couleurs, etc. Donc il s'agit d'une sorte d'extension du type de classification précédent qui prend la forme d'un tableau d'attributs dans lequel l'inclusion est gouvernée moins par une multiplication de critères que par un raisonnement analogique
du genre A est à B comme A' est à B'. Alors, je prends ici un exemple tout à fait classique qui est celui de la classification cosmologique Zuni, dans laquelle les êtres et les phénomènes naturels sont classés par Orient. Donc il y en a 7, en même temps que les couleurs et une demi-douzaine d'autres rubriques. Et donc, si la grue est au nord, le blaireau au sud, l'ours à l'ouest, le daim à l'est, etc., et si, de façon parallèle, le jaune est au nord, le rouge au sud, le bleu à l'ouest, le blanc à l'est, etc., alors il est loisible de dire que la grue est au blaireau, comme le jaune est au rouge, comme le nord est au sud, etc. Or, à l'exception notable de Claude Lévi-Strauss dans ce grand livre qui est La pensée sauvage, l'anthropologie a eu tendance à aborder en ordre dispersé ces trois modes de catégorisation des organismes, soit parce qu'elle négligeait de les considérer ensemble, soit parce qu'elle prenait l'un d'entre eux comme le paradigme des deux autres. Et au fond, les débats internes à l'ethnobiologie illustrent bien la première tendance. Ils opposent une perspective intellectualiste et universaliste visant à isoler des universaux dans les classifications ethnobiologiques à une perspective qui est souvent taxée d'utilitaire par la première et qui s'attache à dégager les multiples critères au moyen desquels chaque société structure ses classifications de la faune et de la flore. Et évidemment, les avocats de la première position mettent en avant ce qui est de commun à tous les hommes dans leur façon de classer les organismes et ne s'intéressent en conséquence qu'au premier type de catégorisation, la taxonomie hiérarchique, tandis que les défenseurs de la seconde position sont concernés en priorité par la part de créativité que chaque culture introduit dans la perception et dans l'organisation de son environnement et s'intéressent donc avant tout au deuxième mode de catégorisation, celui qui met en œuvre des critères de type pragmatique. Mais comme, par-delà leurs désaccords, tous ces auteurs se réclament d'une spécialité disciplinaire, disons qu'on appelle l'ethnobiologie, et qui présuppose de façon plus ou moins explicite que l'objet dont elle s'occupe, les espèces naturelles, est universellement perçu comme un domaine discret, aucun n'éprouve l'envie de sortir de ce domaine pour s'intéresser aux classifications cosmologiques, comme celle qu'on vient de voir, de la cosmologie Zuni, qui sont hybrides, évidemment, sur le plan ontologique, et qui sont donc laissées aux anthropologues qui s'intéressent aux dimensions symboliques de la vie sociale, aux spécialistes du totémisme, des phénomènes religieux, etc. Alors, plutôt que d'envisager les modes de classification ethnobiologique comme s'ils étaient tous différents en nature, il me paraît préférable de traiter les trois formes de catégorisation des organismes comme une sorte de groupe de transformation, c'est-à-dire comme un système de variations ordonnées à partir de quelques axes, comme le type de savoir concerné par un jugement catégoriel, le type de jugement mis en œuvre et aussi le type de mécanisme psychique qu'il mobilise. Faute de temps, évidemment, je ne m'intéresserai ici qu'aux deux premiers axes et surtout d'ailleurs au premier. Alors, commençons par différencier les trois types de catégorisation selon les modes de connaissance qu'ils impliquent. Et je reprends pour cela une distinction qui fut jadis proposée par Dan Sperber dans un tout autre contexte dans son livre « Le symbolisme en général », distinction entre savoir symbolique et savoir encyclopédique. On peut dire en effet que les taxonomies hiérarchiques font appel à un savoir sémantique, autrement dit que les classifications par classe contrastive font appel à un savoir encyclopédique et que les classifications cosmologiques font appel à un savoir symbolique. Qu'est-ce que c'est que le savoir sémantique? C'est un savoir qui est fini et qui porte sur les catégories, c'est-à-dire sur les conditions
d'inférence permettant la subsumption d'un objet dans une classe sans faire appel à des connaissances particulières au sujet de cette entité classée. Tout ce qui est nécessaire pour dire d'un chêne qu'il est un arbre et d'un arbre qu'il est une plante, c'est de connaître les rapports analytiques d'inclusion entre ces trois catégories. Par contraste, le savoir encyclopédique et le savoir symbolique sont en droit infini du fait qu'ils portent sur le monde. Le savoir encyclopédique porte sur le monde de façon directe, en spécifiant les connaissances cumulatives, révisables et variables selon les individus qui se rapportent à l'objet catégorisé. Autrement dit, le chêne, ce n'est pas la même chose pour un botaniste, pour un forestier, pour un menuisier, pour un éleveur de truffes, etc. Et le savoir symbolique porte sur le monde de façon indirecte, sous la forme de jugements synthétiques au sujet de propositions concernant le savoir encyclopédique. Ce sont donc des énoncés qui ne portent ni sur les mots ni sur les choses, mais qui expriment des croyances formées à partir de ce que nous savons des choses. Donc pour dire du chêne qu'il est le roi de la forêt, il faut déjà en connaître beaucoup sur les propriétés du chêne et donc avoir un savoir encyclopédique sur le chêne. Examinons maintenant la question dont chacun de ces types de savoirs est mobilisé dans les catégorisations d'objets naturels, en commençant par le savoir sémantique investi dans les taxonomies. Depuis les travaux pionniers de Brent Berlin, la plupart des spécialistes d'ethnobiologie s'accordent sur le fait que les taxonomies populaires des organismes possèdent partout une structure identique que j'ai résumée sous cette forme. Alors cette structure s'organise selon une hiérarchie inclusive de taxons qui, sous sa forme la plus complète, comporte 6 rangs. Le plus englobant, le niveau du règne, c'est-à-dire au fond plante ou animal, est rarement nommé, et encore moins le niveau supérieur que j'ai rajouté, que Brent Berlin ne prend pas en compte, que j'introduis ici afin de distinguer la catégorie ontologique organisme par contraste avec les objets naturels inorganiques et les artefacts. Le niveau de la forme de vie désigne des types morphologiques hautement distinctifs associés à un habitat ou associés à une niche écologique particulière, arbres, poissons, oiseaux, etc. Le niveau intermédiaire correspond à des subdivisions de formes de vie parfois non nommées qui regroupent un petit nombre de taxons génériques présentant de fortes ressemblances, la distinction entre feuillus et conifères par exemple. C'était le cas par exemple tout à l'heure de Pinchou, la classe des petits rapaces. Le niveau générique peut être considéré comme le niveau de base, c'est-à-dire c'est celui qui, dans presque toutes les taxonomies populaires, compte le plus grand nombre de taxons, la plupart d'entre eux non divisibles. Le niveau spécifique constitue une subdivision de taxons de niveau générique. Et enfin, le niveau variétal, c'est un niveau de subdivision terminale qui accueille en général des noms d'espèces cultivées. Pour la majorité des spécialistes d'ethnobiologie, c'est ce type de nomenclature taxonomique qui représente le paradigme de la classification des organismes et celui qui, en conséquence, retient en premier chef leur attention. Or, il me semble que c'est une situation un peu paradoxale, puisqu'il s'agit finalement d'une architecture assez simple, dont il peut être intéressant de souligner l'éventuelle universalité, mais dont l'étude en tant que telle n'est guère susceptible d'éclairer les raisons de la diversité culturelle, des modes de catégorisation ethnobiologique, là où elle est la plus manifeste, la plus patente, à savoir dans le registre des savoirs encyclopédiques et des savoirs symboliques. Alors il peut être intéressant, évidemment, de reconnaître que dans toutes les langues, il existe au moins quelques cas
de taxinomie d'organismes à 2 rangs. Je pense qu'il n'y a probablement pas de langue, il y a eu des débats à ce propos, mais il n'y a pas de langue dans laquelle il n'y a pas de taxinomie au moins à 2 rangs. Mais ça ne permet guère de progresser dans la compréhension plus générale des principes de catégorisation. Et de fait, les débats contemporains sur les taxonomies ethnobiologiques portent moins sur leur structure que sur les types de mécanismes psychiques que l'on suppose être à la source des jugements d'inférence ou de conformité qu'elles mobilisent, une question que je n'aurai pas le temps d'aborder ici. Ça a été très brièvement évoqué ce matin et c'est un très très vaste débat. Alors, voyons à présent quelles sont les propriétés des classifications par classe contrastive faisant appel à un savoir encyclopédique et la façon dont celles-ci peuvent se combiner à des classifications taxinomiques. Et j'utiliserai pour cela l'exemple de la classification de la faune des montagnais. Ce sont des Indiens du Québec qui parlent une langue nord-algonquienne. Les 3 principaux critères utilisés sont ceux qui portent sur l'habitat, c'est l'opposition entre animal aquatique et animal terrestre, sur la saison, opposition entre animal d'été et animal d'hiver, et sur le mode de locomotion, c'est l'opposition entre animal à déplacement uniforme et animal à déplacement discontinu. Alors, il s'agit bien évidemment d'une classification par attribut. C'est les 3 domaines d'attributs que je viens d'évoquer, comme c'est le cas d'ailleurs des rangs supérieurs de la plupart des classifications ethnobiologiques. La prototypicalité, qui est fondamentale dans les classifications de rang inférieur, ne joue ici aucun rôle, car on voit mal comment une catégorie comme animal d'hiver ou animal terrestre pourrait se constituer autour d'un exemplaire perceptuellement saillant. Donc, en règle générale, les classes très englobantes sont formées à partir d'une combinaison simple d'attributs contrastifs, lesquels ne renvoient pas à un savoir sémantique, mais à un savoir encyclopédique, en général un savoir de type éthologique et écologique. On voit toutefois avec cet exemple que la classification par attribut permet également d'engendrer des hiérarchies taxonomiques, formellement à tout le moins. En effet, comme la différence des modes de locomotion ne concerne dans le cas présent que les animaux divers, et que ces animaux divers sont tous des animaux terrestres, la combinaison des 3 critères permet d'obtenir une taxinomie avec une nette inclusion hiérarchique à 3 rangs, de sorte que si on prend un animal quelconque, la gélinote huppée par exemple, elle peut être subsumée sous le taxon animal à déplacement discontinu, lequel peut être subsumé sous le taxon animal d'hiver, lequel peut être subsumé sous le taxon animal terrestre, lequel peut être subsumé sous le taxon animal indien. C'est la catégorie terminale. Je l'ai mentionné, mais il y a un très fort débat au sein de la communauté des spécialistes de l'ethnobiologie, de l'ethnozoologie montagnarde. C'est une communauté qui n'est pas immense, mais qui est suffisante pour qu'il y ait des controverses. Et en tout cas, certains d'entre eux nient que ce taxon terminal, dont j'ai dit qu'il était très rare, existe en réalité, et prétendent que c'est un artefact de l'enquête. En réalité, il est hautement improbable qu'un informateur montagnier ait une taxinomie de ce type, comme celle que je vous présente, à l'esprit, lorsqu'il procède à un jugement classificatoire, d'autant que rien dans l'ethnographie ne permet d'affirmer que le critère d'habitat prime sur le critère de saison, le critère de saison sur le critère de locomotion. J'ai choisi de disposer ces critères de telle façon que ça aboutisse, évidemment, à une classification taxinomique. Il suffit de donner la prééminence à un autre critère, par exemple le critère de mode de locomotion sur le critère de la saison et le critère de l'habitat, c'est de le faire monter en haut pour s'apercevoir immédiatement que les taxons animal d'été et animal aquatique restent désormais en dehors de l'inclusion hiérarchique
puisque l'effet taxonomique, il est ici, pour l'essentiel, le résultat d'un artifice graphique, c'est-à-dire propre aux cultures lettrées, qui conduit à privilégier le schéma de l'arborescence dès qu'il s'agit de représenter des enchaînements de classements dichotomiques. Alors, la combinaison entre savoir encyclopédique et savoir symbolique est également fort commune, puisque le savoir symbolique est issu d'une transformation du savoir ou d'une opération sur le savoir encyclopédique. Il existe ainsi chez les montagnais, je vais rester avec cet exemple, un autre système de classification des animaux qui les répartit dans des domaines. Et ces domaines sont chacun régis par un maître. Alors c'est un esprit qui est dit contrôler les espèces dont il a la charge, et ces espèces ne peuvent pas être chassées sans l'assentiment de cet esprit qui est généralement obtenu dans les rêves. Il faut ajouter que certains animaux n'ont pas de maître, c'est par exemple les souris ou la classe des petits oiseaux Pinechech. Certains maîtres n'ont sous leur juridiction qu'une seule espèce, c'est le cas par exemple de l'homme caribou qui s'occupe exclusivement des caribous. Mais il y a 4 maîtres qui sont à la tête de groupes d'espèces précisément définis. Missinake contrôle la loutre, le castor, le rat musqué, le phoque, le crapaud, la grenouille, la classe Namesh qui comporte des poissons, la classe Chichip qui comporte le gibier d'eau, etc. Musk, ce qui est l'ours, contrôle l'ours, la marmotte, la moufette, etc. Uhuape contrôle le porc-épic, le lièvre, le corbeau, le harfang des neiges, la chouette épervière, etc. Et enfin, Memekwe contrôle le loup, la martre, le renard, le pécan, le carcajou, le lynx, l'écureuil, le vison, l'hermine. Or, les animaux de chaque domaine régi par un maître sont caractérisés par un ensemble de traits distinctifs, organisés, et je les ai mentionnés ici, à partir des 3 critères déjà vus, de l'habitat, de la saison et du mode de locomotion. Donc, Missinake est le maître des animaux aquatiques, critère de l'habitat. Mask est le maître des animaux terrestres, critère de l'habitat de l'été, critère de saison. Uhuape est le maître des animaux terrestres, critère de l'habitat de l'hiver, critère de saison, à déplacement discontinu, critère de locomotion, tandis que Memekweshikwe est le maître des animaux terrestres, critère de l'habitat, de l'hiver, critère de saison, à déplacement uniforme, critère de locomotion. Autrement dit, savoir symbolique sur les maîtres des animaux et savoir encyclopédique sur les attributs des animaux classés selon les 3 critères précédemment envisagés sont ici mêlés. Les connaissances zoologiques et éthologiques livrées par le savoir encyclopédique étant mises à profit afin de construire une norme idéale des espèces comprise à l'intérieur d'un domaine. Donc la distinction entre les 3 modes de catégorisation des organismes doit être envisagée comme un continuum. Pourvu que certaines conditions d'enquête soient données, il est possible de mettre au jour des taxonomies pures, mais ces taxonomies pures sont combinables en droit avec telle ou telle classification pragmatique faisant appel à un savoir encyclopédique, lequel sert de base aux classifications symboliques qui peuvent, par ailleurs, se trouver combinées à des tableaux d'attributs fondés sur un savoir zoologique ou botanique. Alors, en quoi les considérations qui précèdent nous permettent-elles de mieux comprendre la nature des jugements classificatoires sur la forme? Alors, je voudrais rappeler d'abord que, comme on vient de le voir, en matière de catégorisation ethnobiologique, les spécialistes d'ethnosciences et d'anthropologie cognitive se sont longtemps partagés en 2 camps, ceux qui privilégiaient la classification par attribut, qu'on a longtemps appelée analyse componentielle, et les partisans de la classification prototypique d'autre part. Dans le premier cas, on suppose qu'il existe
des primitifs sémantiques et que la combinaison d'un petit nombre de ces primitifs permet de définir de façon univoque n'importe quelle plante ou animal. Dans le second cas, on suppose qu'il existe des universaux psychophysiques dans la perception des espèces naturelles, de sorte que la nomination ne ferait qu'entériner la reconnaissance d'une discontinuité perceptive. Or, on vient de voir que les deux procédures jouent également un rôle dans la catégorisation des organismes, mais à des niveaux différents de la hiérarchie taxinomique et dans des types de classification différents, c'est-à-dire faisant appel à l'un ou l'autre des trois types de savoir sémantique, encyclopédique et symbolique que j'ai précédemment mis en évidence. Alors, si j'ai encore 3 minutes, je vais examiner ça d'un peu plus près. Quand on voit la façon dont l'analyse componentielle ou l'analyse par attribut a été appliquée aux classifications ethnobiologiques, on s'aperçoit que c'était un échec complet. C'est un échec évident dans la mesure où les nomenclatures, par exemple, de la faune comportent en moyenne entre 400 et 600 lexèmes dans la plupart des sociétés sans écriture, ce qui rend problématique la construction d'un tableau paradigmatique tel que chaque lexème serait défini par une combinaison spécifique de traits. Vous imaginez la longueur, c'est possible au niveau supérieur des taxonomies, mais plus on descend dans les rangs inférieurs, vous imaginez la longueur des définitions qu'il faudrait produire pour caractériser un taxon de niveau générique ou spécifiques, comme par exemple la dizaine d'espèces de fauvettes qui sont reconnues dans la nomenclature populaire française. Alors, on peut avoir une définition paradigmatique d'un oiseau, par exemple, possession d'un bec et de plumes, par exemple, mais plus on descend dans la hiérarchie, moins c'est facile. Et c'est à cause de ces difficultés que la tentative d'analyser les taxonomies ethnobiologiques au moyen de tableaux de traits contrastifs fut abandonnée il y a une trentaine d'années, au profit du modèle de la classification prototypique. Mais si celle-ci paraît tout à fait vraisemblable au niveau générique des taxonomies, il est peu probable qu'elle soit employée dans les rangs supérieurs, comme fruits par exemple, ou oiseaux, qui ne sont pas... à la limite, oiseaux peut-être vaguement saillants sur le plan perceptif, fruits certainement beaucoup moins. Donc, à l'échelle des taxonomies, de fait, l'opposition entre classification prototypique et classification par attribut relève d'une querelle doctrinale tout à fait vaine, car l'identification des discontinuités s'appuie, selon les niveaux de la hiérarchie, soit plutôt sur la reconnaissance de la prototypicalité, c'est-à-dire sur la reconnaissance de régularité morphologique, soit plutôt sur la reconnaissance des complexes d'attributs, c'est-à-dire aussi des régularités morphologiques, mais auxquelles s'ajoutent des régularités comportementales et environnementales. Et à chaque fois, dans des proportions variables, et sans que l'un des mécanismes ne soit jamais complètement éliminé au profit de l'autre. Par exemple, si au niveau générique des taxonomies, l'identification est déclenchée par le souvenir général de la forme que vient confirmer ou raffiner le savoir encyclopédique quant à certains attributs typiques de l'organisme identifié. C'est un oiseau, le type de rémige, le type de plume caudale, etc. Au niveau supérieur, en revanche, l'identification se fonde sur quelques traits distinctifs des taxons, mais qui sont eux-mêmes recomposés dans un ensemble cohérent, présentant en fait bien des caractéristiques d'un prototype. Car les attributs des taxons supragénériques sont rarement indépendants les uns des autres. Le fait qu'ils soient mémorisables sans peine venant de ce qu'ils se présentent comme des systèmes de corrélats fortement intégrés. Par exemple, les animaux à plumes possèdent en général des ailes et un bec, et ils sont capables de voler. Pas tous, mais beaucoup. De même, la typicalité du membre prototypique d'un taxon de niveau générique
vient en partie du fait qu'il représente le plus haut degré de corrélation et de prédictibilité des attributs au sein de la catégorie. Dans les classifications pragmatiques faisant appel à un savoir encyclopédique et à un savoir symbolique, par contre, c'est moins la morphologie, évidemment, base de la prototypicalité, qui sert de critère discriminant, que des classes contrastives d'attributs faisant appel à divers domaines de l'expérience, comme l'a montré le cas de la classification montagnaise de la faune. Et à partir de ce principe, il est possible de construire un tableau paradigmatique général de la faune en utilisant ces différents types d'attributs. Bref, et je vais terminer avec ça, si le modèle cognitif de la classe d'attributs est peu réaliste pour ce qui est des niveaux génériques des taxonomies, il demeure la meilleure option non seulement pour les niveaux supérieurs, mais aussi et surtout pour les classifications faisant appel à un savoir encyclopédique et à un savoir symbolique, où le principe de la prototypicalité paraît peu probant, faute d'exemplaires saillants, tout simplement, sur le plan perceptif. En somme, deux conceptualisations de la forme qui sont assez anciennes, qui remontent probablement à l'Antiquité grecque, la forme comme synthèse de la multiplicité dans laquelle une diversité de traits est intégrée dans une combinaison stable d'un côté, et la forme comme un gabarit exprimant d'emblée une structure dans laquelle c'est au contraire une unité indécomposable qui s'impose à la perception. Ces deux conceptualisations ne s'opposent pas ici, mais se retrouvent complémentaires à des niveaux et dans des contextes d'énonciation et de perception différents. Merci. Merci Philippe, c'est magnifique.